Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo une nouvelle technique d'analyse. Vous connaissez déjà la spectroscopie UV visible, la spectroscopie infrarouge. Nous allons maintenant voir une troisième technique qui s'appelle la RMN, résonance magnétique nucléaire. Alors, pourquoi une nouvelle méthode d'analyse? Rappelez-vous, on considère une molécule organique comme une chaîne carbonée avec éventuellement un ou des groupes caractéristiques. D'après ce qu'on a vu dans les activités sur la spectroscopie infrarouge, c'est une technique qui permet de repérer les liaisons chimiques d'une molécule et donc de déterminer les groupes caractéristiques. Mais souvenez-vous, dans le spectre infrarouge, on laisse de côté toute une partie du spectre qu'on a appelée l'empreinte digitale et qui est un peu trop fouillie pour être interprétée facilement. C'est pourtant dans cette partie que nous pourrions avoir des renseignements concernant la chaîne carbonée. En fait, la RMN va permettre d'obtenir plus d'informations sur la structure de la chaîne carbonée. Nous allons étudier la spectroscopie RMN du noyau d'atomes d'hydrogène 1,1H, la plus utilisée en chimie organique qu'on appelle couramment spectroscopie RMN du proton, car je rappelle qu'un noyau d'hydrogène n'est composé que d'un proton. En résumé, la spectroscopie infrarouge nous donnera accès à des informations sur les groupes caractéristiques et la RMN sur la chaîne carbonée. Alors, comment obtenir un spectre RMN? En l'absence de tout champ magnétique, une aiguille aimantée s'oriente de façon quelconque. Le phénomène est similaire avec les noyaux de l'atome d'hydrogène, donc les protons. En l'absence de champ magnétique, leur propriété magnétique, appelée le spin, qui est représentée ici par des petites flèches rouges, s'oriente de façon quelconque. En présence d'un champ magnétique, les aiguilles aimantées s'orientent dans la même direction et dans le même sens que le champ magnétique qu'on applique. De la même façon, le spin des protons s'oriente dans le même sens que le sens du champ magnétique auquel il est soumis. Pour modifier cette orientation, il faut apporter de l'énergie à l'aiguille aimantée, par exemple sous forme d'énergie mécanique en déplaçant l'aiguille manuellement. Pour le noyau d'hydrogène, c'est la même chose. Il faut apporter au noyau d'hydrogène de l'énergie. Ça va se faire grâce à une onde électromagnétique de fréquence particulière qui va s'appeler la fréquence de résonance. La spectroscopie RMN, elle utilise ce phénomène de résonance. Dans un spectromètre RMN, on place l'échantillon qui contient l'espèce étudiée. Les différents spins tournent alors dans toutes les directions. Cet échantillon est alors soumis à un champ magnétique intense. Tous les spins s'orientent dans la même direction. On envoie alors des ondes électromagnétiques de fréquence variable pour voir à quelle fréquence les spins changent de direction. L'appareil mesure les fréquences de résonance de ces différents noyaux. Comme cette fréquence de résonance dépend du champ magnétique du spectromètre, on utilise une autre grandeur pour tracer les spectres. Cette grandeur, c'est le déplacement chimique qu'on note delta, qui n'a pas d'unité. Les déplacements chimiques sont tout petits, ils sont de l'ordre du millionième, donc on préfère leur donner une valeur sans utiliser de puissance de 10. On les exprime en ppm, partie par million. Ce que vous devez retenir, c'est qu'un ppm, c'est 10-6. Alors on va se poser maintenant la question de savoir de quoi dépend la fréquence de résonance et donc le déplacement chimique. La fréquence de résonance d'un proton dépend de son environnement électromagnétique, c'est-à-dire de la présence de différents autres champs magnétiques dans son entourage. Ce champ magnétique est créé par les atomes qui sont voisins et ce champ magnétique va dépendre de leur électronégativité. En fait, les électrons à proximité du proton, ces électrons proviennent des liaisons covalentes ou des atomes voisins, ces électrons vont faire écran au champ magnétique. On va alors parler de blindage. Ça va avoir pour effet de modifier la fréquence de résonance. Je rappelle que l'électronégativité, c'est la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons d'une liaison covalente. Lorsque dans une molécule, un proton est proche d'un atome électronégatif, les électrons qui entourent le proton sont déplacés vers cet atome électronégatif. La densité d'électrons autour du proton est plus faible, on va dire que le proton est déblindé, ce qui fait que le proton va ressentir un champ magnétique plus intense, ça va conduire à une fréquence de résonance plus forte. Pour mieux comprendre ce phénomène, je vais vous donner une analogie. Imaginez 3 athlètes qui font du saut en hauteur et qui se prêtent au jeu suivant. Ils se présentent sur la ligne de saut et doivent attendre le top prononcé par l'arbitre pour sauter. Le premier a les oreilles découvertes, le deuxième porte un cache-oreille
et le troisième porte des bouchons anti-bruit. Les cache-oreilles et les bouchons anti-bruit gênent les athlètes dans leur perception du bruit émis. Ainsi, l'intensité que l'arbitre devra mettre dans sa voix ne sera pas la même pour les trois athlètes. Plus l'athlète a les oreilles couvertes, plus l'arbitre devra crier fort pour se faire entendre. C'est la même chose avec les protons. Plus les électrons sont nombreux, plus ils vont gêner le proton dans sa perception du champ magnétique. On retiendra que le déplacement chimique delta est tel que plus le proton est déblindé, plus son déplacement chimique est important. Utilisons ce qu'on vient de dire pour interpréter ces 4 spectres RMN qui correspondent à ces 4 molécules. Attention, l'axe des abscisses est orienté vers la gauche. La première remarque que l'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le nombre d'atomes d'hydrogène et le nombre de signaux, puisque dans tous les spectres, on ne voit qu'un seul signal alors qu'il y a 4, 3, 2 ou même un seul hydrogène. Par contre, il semble y avoir un lien entre la position du signal et les atomes environnants, puisqu'on voit que le signal se déplace entre des déplacements chimiques de 0,5 jusqu'à 6,5 ppm, et que la seule chose qui change, ce sont les atomes voisins des hydrogènes. Si on considère ce qu'on a dit dans la diapo précédente, plus l'atome est électronégatif, plus il attire à lui les électrons et déblinde les hydrogènes. On a aussi dit que dans ce cas, le déplacement chimique était plus grand. C'est exactement ce qu'on retrouve ici. L'atome de chlore est électronégatif et a donc pour effet de déblinder les hydrogènes. Plus il y a d'atomes de chlore ou de fluor qui est aussi très électronégatif, plus les hydrogènes sont déblindés et donc plus le déplacement chimique associé au signal est grand. Alors maintenant, cherchons à savoir comment expliquer le nombre de signaux sur un spectre RMN. Travaillons sur ces 2 spectres qui correspondent aux 2 molécules indiquées. On remarque que sur le premier spectre, il y a un seul signal, alors que sur le deuxième, il y a 2 signaux. Si on regarde dans le détail les 6 hydrogènes de la première molécule, on voit que leur environnement est le même. Ils ont les mêmes atomes voisins, ils sont tous liés à un carbone, lui-même lié à un oxygène. Ces 6 protons sont dits équivalents, ils ont le même déplacement chimique car ils ont les mêmes voisins, ils contribuent donc tous au même signal. Si on regarde la deuxième molécule, on voit que ces 3 hydrogènes sont équivalents. Ces 3 autres hydrogènes sont aussi équivalents entre eux. Par contre, si on compare ces 2 groupes, on voit qu'ils ne sont pas équivalents. Le premier groupe est lié à un carbone, alors que le deuxième groupe a pour voisin un oxygène. Leur environnement est différent, donc les déplacements chimiques des hydrogènes de ces 2 groupes seront différents. Ceci explique les 2 signaux observés sur le spectre. Si on va plus loin et qu'on cherche à attribuer chaque signal à un groupe de protons équivalents, il faut s'intéresser à leurs voisins. Le deuxième groupe a pour voisin un oxygène. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone, qui est le voisin du premier groupe. Les protons du deuxième groupe sont donc plus déblindés et correspondent donc au signal de déplacement chimique le plus grand. Nous résumerons donc en disant que des noyaux d'atomes d'hydrogène sont équivalents s'ils ont le même environnement chimique. Dans ce cas, ils contribuent tous au même signal. Alors, comment expliquer qu'un signal se décompose en plusieurs pics ? Étudions ces 2 spectres associés aux 2 molécules suivantes. Commençons par étudier les molécules comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Sur la première molécule, il y a 2 groupes de protons équivalents, donc 2 signaux. On associe donc cette molécule au premier spectre. De plus, le proton du groupe entouré en vert a 2 chlores comme voisins, alors que les protons entourés en rouge ont un seul chlore comme voisin. Le chlore est électronégatif, le proton entouré en vert est donc plus déblindé que ceux entourés en rouge. Le déplacement chimique est donc plus important, et on associe donc les signaux de cette façon. Dans la deuxième molécule, les 3 protons sont équivalents. Il n'y a donc qu'un seul signal sur le spectre. On lui attribue donc le deuxième spectre. Maintenant, regardons de plus près ces signaux. Sur le deuxième spectre, le signal est identique à ceux que nous avons rencontrés précédemment. Par contre, sur le premier spectre, on voit que les signaux se décomposent en plusieurs pics. Pour comprendre la multiplicité des pics associés à un même signal, on va compter le nombre de protons voisins.
Alors pour cela, on va considérer que deux protons sont voisins s'ils sont séparés uniquement par 3 liaisons, simples ou multiples, entre 2 atomes de carbone. Dans les 2 exemples suivants, les protons 1 et 2 sont voisins, mais dans le premier exemple, les protons 1 et 3 ne le sont pas. En utilisant cette règle, on trouve pour le proton de la deuxième molécule, 0 voisin. Pour les 2 protons entourés en rouge, un voisin, qui est le proton entouré en vert. Pour le proton entouré en vert, 2 voisins, qui sont les protons entourés en rouge. À partir des spectres, on voit donc que lorsqu'il n'y a pas de voisin, il y a un seul pic, on parle de singulet. Lorsqu'il y a un voisin, il y a 2 pics, on parle de duet. Et lorsqu'il y a 2 voisins, il y a 3 pics, on parle de triplet. Cette observation donne lieu à ce qu'on appelle la règle des n+1 uplets. Si un proton ou groupe de protons équivalents possède n voisins, le signal correspondant présentera n+1 pic. Enfin, parlons d'un dernier élément souvent présent sur un spectre RMN, la courbe d'intégration. Pour bien comprendre ce que représente cette courbe dessinée ici en rouge et qui vient se superposer au spectre, regardons de plus près la molécule concernée. On remarque qu'il y a sur cette molécule un proton que j'entoure en vert et 3 protons équivalents que j'entoure en bleu. Il y a donc bien 2 signaux. Le proton entouré en vert est plus proche des 2 oxygènes que le sont ceux que j'ai entourés en bleu. Ce proton est donc plus déblindé. Il correspond donc au pic de plus grand déplacement chimique. Regardons maintenant cette courbe d'intégration. Elle a une forme en palier. La hauteur des paliers n'est pas la même pour les 2 signaux. On remarque que le deuxième palier est 3 fois plus haut que le premier. En fait, la hauteur relative des paliers donne la proportion des protons pour les différents signaux. Le premier signal correspond bien à un proton, alors que le deuxième signal correspond à 3 protons. Nous reprendrons les points essentiels de cette vidéo ensemble, dans ce qu'il faut savoir, et nous étudierons des spectres. En attendant, n'hésitez pas à revisionner la vidéo si besoin. Je vous dis à bientôt.